directeur à l'amitié à l'époque. Puis il m'avait dit une quote, man, ça m'est resté dans la tête. Je dis, quand tu travailles pas, il y a quelqu'un qui travaille plus fort que toi quelque part. Rémi Giguère, tu es l'entraîneur-chef des Aigles du collège Huntsic. Pourquoi tu as choisi Montréal en sortant de la Naudière? Mon choix s'est arrêté à Montréal parce que j'aimais l'objectif qui était de ne plus être le meilleur deuxième. Comment que tu as fini coach après ton passage au Carabin? Quand on a gagné en 2014 la Coupe Vanier, je me suis remis en question parce que là, maintenant, mon rêve de petit gars était atteint. Mm-hmm. Pour moi, c'était un non négociable. Faut que je gagne ma vie dans le sport. Moi, je savais que c'est ce que je voulais faire. Je voulais mettre mon pied dans la porte. C'est vraiment bon de voir comment tu l'amènes. Est-ce que ça fait partie un peu de ton rôle, d'un peu en tant que coach, un peu ta vision de ce que tu voulais amener dans cette organisation-là? Nous, notre vision au Collège Huntsic, c'est qu'on veut développer notre étudiant athlète, à atteindre l'excellence au niveau de l'académique, au niveau du sportif. Puis ensuite de ça, c'est de développer des jeunes étudiants athlètes qui vont justement aider la société dans le futur. Fait que c'est de développer l'élitisme suite à leur parcours académique. Ouais, juste avant que l'épisode commence, j'ai remarqué que vous étiez plus de 80% qui écoutaient mes podcasts, qui n'étaient pas abonnés. Écoute, si tu veux suivre, prends le temps de t'abonner, allume la petite cloche pour rien manquer, ça ferait juste plaisir. Allez, bon épisode! Salut tout le monde, bienvenue sur le Game On, c'est votre host, William Rochefort. C'est un plaisir de vous recevoir cette semaine. J'ai la chance de recevoir le head coach de Huntsic, Collège Huntsic, Rémi Giguère, première année comme head coach. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Ça va avoir du fun. On a pas mal de choses à se parler. Première année comme head coach. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu veux amener à l'équipe. Justement, on a décalé un peu l'entrevue là, à cause du camp de mai. Comment ça s'est passé, le camp de mai, avec tes boys, nouvelle organisation, ton équipe? Honnêtement, ça s'est bien passé. On a un modèle, je dirais, un petit peu différent de ce que j'ai vu dans le passé au niveau collégial. Évidemment, mes amis sont au courant. Ben du monde dans le monde du football est au courant. Je suis un gros fan du football américain. J'ai eu la chance de passer beaucoup de temps à l'Université du Texas dans les dernières années. Puis j'ai essayé de m'inspirer un petit peu du modèle de ce qui se fait là-bas, mais de l'adapter à notre réalité au niveau collégial. Fait que nous, de janvier à avril, on était vraiment dans la salle de musculation, on s'entraînait, on faisait pas de football. Fait qu'on était vraiment plus dans un développement athlétique. Puis on a commencé notre spring camp au début mai. On a le droit à 8 pratiques, nous, au niveau collégial, plus un spring camp. Fait qu'on a fait nos 8 entraînements, puis on a terminé avec un match intra-équipe. La progression de cette équipe-là a été vraiment intéressante. Il y a eu une période d'adaptation pour moi aussi au début des premiers entraînements. C'est sûr que de partir des Carabins de l'Université de Montréal, faut que tu sois un petit peu plus réaliste de tes attentes. Donc, mes attentes sont toujours élevées et le resteront toujours, mais il faut que ces attentes-là s'adaptent au niveau des joueurs qu'on a ici. Mais les gars ont vraiment montré du beau football, puis c'est encourageant pour ce qui s'en vient au mois d'août. Je suis vraiment content de la progression des gars puis de mon staff aussi. Les gars nous ont fait passer 3 belles semaines au mois de mai. Est-ce que tu avais eu la chance de recruter pour cette saison-ci, toi? Ou... J'ai eu 48 heures de préparation. Fait que quand j'ai accepté le poste, puis Dieu sait que le recrutement au niveau secondaire, c'est ça ou une tornade puis un ouragan, c'est la même chose. Là. Donc, on a moi et mon assistant entraîneur-chef, Hugues Lompré, on n'a pas dormi de la fin de semaine. Nos blondes nous trouvaient pas mal fous, mais nous autres, on se disait que c'est la meilleure façon de se donner une chance de partir le recrutement du bon pied. Fait que, encore une fois, je suis hyper reconnaissant des entraîneurs de secondaire qui nous ont aidés à la dernière minute pour être capables d'établir de quoi qui faisait du sens. Puis, malgré tout, on est allé chercher des solides joueurs de football. On a des bons joueurs qui se sont ajoutés à notre organisation. C'est sûr que le défi que j'avais quand je suis arrivé ici était quand même assez élevé parce qu'on avait juste 28 joueurs dans l'équipe. Donc, on a dû travailler très, très fort. Fait qu'on avait des belles opportunités à offrir. Puis certains jeunes ont saisi l'opportunité. Puis en date d'aujourd'hui, c'est eux qui en sont, je veux dire, les chanceux parce qu'ils ont des belles opportunités qui se présentent à eux de leur année recrue. Donc, on est vraiment contents. Les vétérans qui sont ici avec nous autres, ça a été, on en parlera plus tard, là, mais ils nous ont aidés énormément. Puis le recrutement, 48 heures d'avance versus 1 an de préparation, je veux dire, je suis pas mal plus confortable et à l'aise en date d'aujourd'hui dans mon build de recrutement pour l'an prochain. Alors, c'est sûr que 48 heures, c'est quand même c'est hyper cool. Là, on s'entend que ça passe d'un claquement de doigts comme ça.
Écoute, Rémi, chaque personne qui vient sur le podcast, ça doit avoir une intro. J'ai préparé un petit quelque chose pour toi. Fait que, voici ton intro. Rémi Giguère, tu es l'entraîneur-chef des Aigles du collège Huntsic. Comme joueur, tu as débuté avec les Aigles de l'école secondaire de l'Amitié, où tu as été 2 fois étudiant athlète par excellence, 3 fois joueur de ligne offensive par excellence, champion du bol d'or en 2009. Aussi, tu as fait équipe Québec en 2009. Au cégep maintenant, tu es allé vers les triades du cégep de la Naudière, où tu as été 2 fois joueur de ligne offensive par excellence. À l'université, tu as décidé de continuer vers les Carabins, où tu as évolué sur la ligne offensive des Bleus de 2012 à 2016, où tu as été champion de la Coupe Vanier en 2014. Comme entraîneur, tu as fait partie de plusieurs équipes Québec, dont celle de l'an dernier aussi. Tu as travaillé de 2017 à 2021 pour le Variable de l'Université de Sherbrooke. Tu as eu des postes comme entraîneur de ligne offensive, tu as été aussi coordinateur offensif par intérim, coordinateur du recrutement aussi. De 2021 à 2023, tu as coaché avec les Géants de Saint-Jean sur Richelieu. Tu as été entraîneur, chef adjoint et coordinateur offensif. 2023 et 2024, tu as été avec les Carabins de l'Université de Montréal. Le retour à la maison avec lesquels tu as été coordinateur du recrutement. Tu as été aussi entraîneur des porteurs de ballon. En novembre 2024, tu t'es joint aux Aigles du collège de Huntsic. Rémi, bienvenue sur le Game On. C'est un plaisir de te recevoir. J'aime ça commencer avec ça pour donner un peu de background avec les gens avec qui je parle aujourd'hui. De où ça part le football? Tu sais, là, j'ai parlé un peu dans l'intro de tu avais commencé où, mais par expérience, ça va plus loin que ça encore. De où ça a parti pour toi? C'est rare que tu m'en parles, parce que, je veux dire, dernièrement, j'ai eu la chance de parler de recrutement avec mon ancien entraîneur-chef au secondaire, tu sais, puis ça fait bizarre de être aujourd'hui l'entraîneur qui m'a tout montré quand j'étais jeune. Aujourd'hui, c'est moi qui l'appelle pour discuter de sa cohorte de finissants, tu sais, puis en blague, je dis toujours, c'est un meilleur O-line que moi, tu sais, mais la réalité, c'est que j'étais un petit gars qui vient d'une famille, je veux dire, pas hyper sportive, une famille de travaillants. Mon grand-père, à moi, c'est un fanatique de baseball, de là ma passion pour ce sport-là. Mais le football, j'ai vraiment été le premier de ma famille à essayer ce beau sport-là. J'étais au primaire. L'entraîneur, le responsable à l'époque aux Aigles de l'Amitié était rentré dans notre classe et nous avait dit qu'il va y avoir une concentration football qui va ouvrir. Puis je suis allé voir mes parents, je leur ai dit quelque chose qui m'intéressait. Puis c'est là que le football a commencé. Naïf à l'âge que j'avais aucune idée c'était quoi l'engagement de ce sport-là, à quoi ça ressemblerait vraiment. Puis on était jeunes, on est dans une société de hockey au Québec. Là, je veux dire, tout le monde preach le hockey. Donc, pour moi, d'avoir commencé le football à l'Amitié, c'est là que tout a commencé. Puis, je me rappellerai toujours un jour, j'avais un de mes entraîneurs puis un de mes coachs d'O-line qui s'était assis avec moi et qui m'avait dit « Rémi, comme tu es un bon joueur de football, tu pourrais vraiment avoir une belle aspiration à jouer au niveau collégial puis peut-être universitaire si c'est vraiment ce que tu veux. » Puis mon directeur à l'Amitié à l'époque, c'était un ancien joueur de junior de hockey, de junior majeur du Québec. Puis il m'avait dit une quote, man, ça m'est resté dans la tête. Je dis quand tu ne travailles pas, il y a quelqu'un qui travaille plus fort que toi quelque part. T'sais. Puis ça m'avait marqué. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que le football, pour moi, c'était ma vie. Comme genre mes amis me connaissent très bien. Je veux dire, le nombre de fois que j'ai été invité dans des parties au secondaire puis que j'étais là avec ma bouteille de Gatorade, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie, j'ai jamais consommé de ma vie parce que pour moi, c'était toutes des choses qui allaient m'empêcher de réussir à atteindre mon objectif qui était justement de gagner la Coupe Vanier parce que c'est un trophée, c'est le plus haut trophée prestigieux au football amateur au pays. Fait que je me dis, c'est atteignable, c'est pas irréaliste. Fait que j'avais tout mis les outils de mon bord pour me donner les meilleures opportunités de réussir. Puis tout a commencé à l'Amitié. Puis encore à ce jour, je suis éternellement reconnaissant. Puis plus que j'ai progressé dans le football, plus qu'il y a des intervenants qui se sont joints à moi puis qui m'ont été des mentors. Certains de mes coachs, je les appelle papa en blague ces temps-ci, depuis longtemps. Puis je veux dire, pour moi, le football, ça a commencé là, assis, là, petit gars dans une classe, mon gars, qui avait aucune idée de ce qui se passait. Puis on va essayer ça. Puis c'est parti là. Puis
j'en suis rendu aujourd'hui. J'ai la chance de gagner ma vie avec ce merveilleux sport-là. Donc, je pense que ça va bien là. Effectivement. J'ai en plus, il n'y a pas longtemps, j'ai pris le temps de faire une recherche, puis à force de parler avec beaucoup de coachs de ce temps-ci, des joueurs, je pense qu'il faut prendre le temps aussi de remarquer que le pourcentage de personnes qui peut être à vos places est minime. Peu importe dans la division que tu joues, peu importe dans quelle équipe que tu coaches ou dans quelle équipe que tu peux jouer, on ne se rend pas compte à quel point que le pourcentage de joueurs ou de coachs qui sont à vos places est quand même assez petit. Tu sais. En plus, tu as eu la chance de côtoyer plusieurs bons coachs, fait que toi, tu l'as vu de tes propres yeux, dont à Montréal. Ma question, pourquoi tu as choisi Montréal en sortant de la Naudière? C'est comique parce que, je veux dire, si Marco il écoute ce podcast-là, encore à ce jour, il m'en parle à quel point il était frustré quand je lui ai dit ça. Là. Ça va être bon, ça. C'est drôle parce que mon choix, moi, quand je suis sorti de la Naudière, évidemment, on est à des années-lumière du recrutement que quand moi je suis sorti du cégep, là, je veux dire, on recevait des lettres par la malle ou un appel téléphonique d'un coach. Tu recevais des lettres par la malle? Ah, ouais. Ah, ouais. Ben, à l'époque, c'était ça. Je veux dire, tu recevais de l'information, des courriels, tu sais, comme je veux dire. C'est comme ça que ça fonctionnait. Je ne suis pas si vieux que ça, mais ça reste que, contrairement à où est-ce qu'on est rendu dans le recrutement présentement, je veux dire, c'est un autre game, là, mais pas en tout. Et, l'équipe qui m'avait démontré le plus d'intérêt, c'était York, en Ontario. Puis j'ai toujours été quelqu'un, je veux dire, comme je te disais, mon grand-père, c'est un fan de baseball. Je veux dire, les Blue Jays de Toronto, pour moi, c'était un environnement que c'est comme Toronto, j'ai toujours aimé ça. T'sais. Puis je disais à Marco, à l'époque, qui me recrutait, je dis, ben, tu sais, c'est vous autres ou York. T'sais. Puis York, c'était comme la pire équipe au pays. Puis Montréal, c'était un futur contender pour une Coupe Vanier. Il était comme, t'es-tu sérieux? T'sais? Je suis comme, ben, moi, je veux juste m'entourer des gens qui ont envie de travailler avec moi. Puis c'est ce que je dis en date d'aujourd'hui. Je dis, d'être un numéro, d'être quelqu'un que tu n'as pas d'aspiration ou que tu as juste besoin de depth à ta online, c'est pas ça que je recherche. Puis York avait été vraiment plus agressif dans le recrutement parce que clairement qu'il avait besoin de profondeur ou besoin d'un joueur de ligne qui était quand même assez legit. Là. Je ne dirais pas que j'étais le meilleur, puisque je ne l'étais pas, mais j'étais un bon joueur de football. Puis mon choix s'est arrêté à Montréal parce que j'aimais l'objectif qui était de ne plus être le meilleur deuxième. Comme c'était toujours ça qui était mis de l'avant. Laval, Montréal, c'est le meilleur deuxième. Comme nous autres, on voulait justement devenir l'équipe qui détrône Laval. Puis, je veux dire, c'est ce qui m'a amené, puis c'est ce qui m'a motivé, c'est ce qui m'a permis de travailler aussi fort mes 5 années à l'université pour rester performant. J'avais envie de faire partie de l'élite. Puis c'est ce qui m'a amené à l'Université de Montréal ultimement. C'est intéressant que tu me dises ça. Ça veut dire que tu as vécu le comeback de Montréal, si on peut l'appeler de même. Tu es arrivé en 2012, tu as gagné en 2014. Fait que tu as quand même eu 2 saisons à travailler avec les Carabins. C'était quoi à ce moment-là, si tu te rappelles? C'est quoi qu'est-ce qui est arrivé à l'équipe? C'est quoi le genre de recrutement qu'il allait chercher? Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait pour qu'il arrive justement pour être plus le meilleur deuxième, mais devenir on top, puis en plus de ça, finir premier au pays après ça? Ben, c'est sûr que, je veux dire, le point tournant de l'organisation des Carabins, c'est en 2011, avec l'arrivée de Danny Maciocia. Fait qu'évidemment, je veux dire, la notoriété de Danny faisait en sorte que beaucoup de joueurs au football québécois avaient envie d'être sous le règne de Danny. Puis quand tu apprends à connaître le staff qui est alentour de ce coach-là, ben, tu te rends compte que c'est des individus en or. Je veux dire, travailler avec Marco, travailler avec, je veux dire, à l'époque, on avait Noel Thorpe qui était là à l'époque aussi, puis on avait plein d'entraîneurs. Dans mon parcours, on avait Danny Derivo, on avait Coach Adona, on avait plein d'individus en or. Ça faisait en sorte que c'était un environnement agréable
dans laquelle que tu pouvais te développer, puis que tu le savais que cet environnement-là allait te permettre aussi de gagner des matchs. Fait que quand tu sais que tu vas gagner, puis que c'est un environnement qui est le fun puis qui est agréable, ben c'est là que dire, les miracles arrivent ou les succès arrivent. Fait que pour nous, je dirais la première cohorte de Danny en 2011 s'est accumulée avec une belle cohorte en 2012 et avec 2013. Puis la beauté, c'est qu'en 2014, ben, la première cohorte de recrutement à Danny est arrivée à maturité. La deuxième année de cohorte avait des joueurs d'impact qui étaient, encore une fois, je dirais, relativement jeunes. Puis en 2013, ben, le fait qu'on était une équipe qui compétitionnait, ben, on était capable de mettre la main sur des joueurs recrues de talent qui étaient capables de nous aider immédiatement. Donc, quand on est arrivé en 2014, ben, on avait des joueurs finissants, graduants, qui étaient hyper dominants dans notre ligue, combinés à un jeune noyau de joueurs prometteurs qui étaient capables de, je veux dire, soutenir le succès de cette équipe-là. Puis on avait des jeunes joueurs recrues qui nous aidaient à des positions clés, qui nous a permis de compétitionner puis de gagner un championnat. Fait que ça a été vraiment c'est pas l'histoire d'une cohorte, c'est l'histoire de plusieurs bonnes cohortes qui se sont accumulées une après l'autre. Puis je veux dire, le fait que les jeunes joueurs à cette époque-là voulaient venir à Montréal faisait en sorte que, je veux dire, ça nous a permis de gagner une Coupe Vanier en 2014 puis de se repointer à la Coupe Vanier en 2015. Malheureusement, on l'a perdu, mais je veux dire, ça a été le début de l'ère des Carabins qu'on connaît en date d'aujourd'hui. C'est quoi le cycle? Parce que j'ai l'impression que tu me parles un peu de cycle, de recrutement et tout ça. Universitaire, là, habituellement, ça ressemble à quoi, ce cycle-là? Au collégial, habituellement, à chaque, mettons, 3 saisons, t'as pas mal un cycle. Est-ce qu'universitaire, ça marche un peu de la même façon ou vu justement que les gars sont là plus longtemps, c'est plus comme professionnel ou... C'est très similaire. Je vais dire ça comme ça. Tu retrouves le principe des cycles parce que si c'était un type de football universitaire, ben, convaincu qu'il y aurait une couple d'universités qui essaieraient de signer leur carrière à long terme. C'est pas mal sûr que Joe Sénécal, on aurait fait un petit effort pour renouveler son contrat. Mais le cycle va se retrouver beaucoup plus sur une réalité de 4-5 ans. Je dirais que le chiffre magique, c'est 4 ans. Tu es capable d'aller chercher une meilleure stabilité. Puis le fait que nos collèges, nos cégeps au Québec font un super bon travail dans le développement de l'athlète. Ce qui est le fun au niveau universitaire, c'est que des fois, tu es capable de plugger des joueurs recrues de première année puis qui dominent puis qui sont très, très, très bons. Je te donne l'exemple l'an passé pour nous, un gars comme Enrique James Leclerc qui s'incruste directement dans une équipe qui peut compétitionner puis qui nous aide puis qui gagne recrue par excellence au pays. Ben, je vais dire, c'est la beauté du football universitaire que on ne retrouve pas nécessairement au niveau collégial d'avoir des recrues d'impact des one. On va leur vivre beaucoup plus en Division 1, mais c'est la recrue de première année qui joue au niveau universitaire, d'habitude, c'est un joueur qui va être prometteur pour au moins 4-5 ans. Fait, oui, il y a un cycle de recrutement qui se fait voir, qui se fait reconnaître, mais je dirais que les impact players qui sortent du niveau collégial puis qui s'incrustent dans des line-up universitaires dès leur première année, souvent, c'est des joueurs qui vont solidifier cette équipe-là pour au moins 4-5 ans. Ah, c'est intéressant que tu me dises ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quand tu arrives à ton année rookie universitaire, t'as pas besoin de paniquer si tu joues pas ou que t'es pas habillé parce que ça peut être, pour certains joueurs, ça peut être plus long de se développer, mais peut-être qu'à ta 2, 3, 4e année, c'est là que tu vas être sur ton X, puis que tu vas avoir le plus gros impact, puis ça peut peut-être t'amener plus loin, tu sais. Ouais. Et c'est drôle parce que ce matin, je suis tombé sur une quote, si on veut, ou un Reels de Nick Saban qui disait que dans son expérience, quand il était à Alabama, quand c'était la veille du draft, je veux dire, plein d'équipes l'appelaient pour justement avoir une idée de « Hey, parle-moi de ce gars-là, parle-moi de ce gars-là », puis je veux dire, dans les 32 équipes de la NFL, il n'y a jamais personne qui a posé la question de comme « Hey, parle-moi comment ce gars-là a joué freshman pour toi », tu sais, puis la manière de ce que les entraîneurs au niveau professionnel veulent aller chercher, c'est quoi? C'est comment ce joueur-là s'est développé dans ton programme, tu sais, donc
tout le monde veut jouer à sa première année universitaire, puis souvent, c'est là que des bons joueurs de football vont simplement arrêter le football parce que c'est pas parce que tu joues pas ta première année que tu joueras pas au niveau universitaire puis que tu ne développeras pas à devenir un excellent joueur de foot. Donc, les joueurs qui sont résilients, qui sont patients, puis qui comprennent un petit peu ce développement à moyen long terme-là, mais c'est souvent eux autres qui en bénéficient pleinement à la fin de leur carrière. Mm-hmm. Comment que tu as fini coach après ton passage au Carabin? C'est comique parce que quand on a gagné en 2014 la Coupe Vanier, je me suis remis en question parce que là, maintenant, mon rêve de Tia était atteint. Mm-hmm. C'est comme genre, mon rêve, c'est de gagner la Coupe Vanier. Là, je l'ai gagné. Fait, grosse remise en question. Puis, comme, je fais quoi? À ce point-là? Ah ouais. Vraiment, parce que à un moment donné, c'était comme, c'est quoi mon prochain objectif? C'est quoi le next step? Puis, c'est souvent l'erreur qu'on fait. On se met des rêves, on se met des objectifs. Puis aujourd'hui, au moment que tu l'as atteint, c'est comme, my God, c'est quoi le next step? Mm-hmm. Puis j'avais pris le temps des fêtes pour y réfléchir, puis me dire c'était quoi l'objectif. Puis je me suis dit, je suis sur le verge, là, je suis à côté, là, l'opportunité est là. J'ai-tu la chance de jouer au football professionnel? J'ai-tu la chance de gagner ma vie avec le football professionnel? Ce qui m'a amené justement à vouloir me développer davantage, puis d'en apprendre encore plus. Puis à la fin de ma 4e année, qui était un petit peu, je vais dire, l'année où est-ce que j'aurais pu être repêché, c'est pas arrivé. Fait que je suis revenu pour ma 5e année, puis là, ma 5e année, je me suis dit, est-ce que je pousse vraiment plus pour espérer jouer au football professionnel ou je me dis que je redirige un petit peu plus je veux dire, ma carrière vers autre chose parce que pour moi, c'était un non négociable. Faut que je gagne ma vie dans le sport. Peu importe c'est quoi, faut que je gagne ma vie dans le sport. J'adore trop le football. Je veux dire, je mange du sport à tous les matins. Dès que j'arrive au bureau, je dis, c'est le sport, c'est le sport, c'est le sport, c'est le sport. C'est ce qui m'intéresse. Puis, je m'étais assis avec Danny, puis j'avais parlé justement de coacher. C'est quelque chose qui serait réaliste, qui serait possible, comment ça fonctionne. T'sais. Puis on s'était assis ensemble, on avait parlé. Puis il m'avait mentionné à l'époque que justement mon coach d'O-line allait arrêter sa carrière avec la cohorte de finissants qu'on avait. T'sais. Fait qu'il dit, il y aurait peut-être une opportunité pour toi de nous donner un coup de main dans le coaching. Fait que durant ma dernière année, ben, je me suis intéressé davantage au coaching. Danny m'a impliqué un peu dans le recrutement. Fait que j'avais été voir des pratiques au niveau collégial comme finissant universitaire parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Mm-hmm. Puis l'élément tournant là, qui a fait en sorte que je voulais devenir coach de football, c'est qu'à l'époque, il y avait le Charles Bentley qui était vraiment comme qui est mon mentor, si on veut, là, pour le développement de joueurs de ligne à l'attaque. Puis je suis avec mes économies de jeunes étudiants pauvres, je suis allé en Arizona faire un séminaire avec lui pendant une fin de semaine au grand complet. Puis je suis resté là-bas pendant 5 jours. Je me suis entraîné un peu avec lui sur le site parce qu'il y avait des gars que je connaissais qui s'entraînaient avec lui là-bas à l'époque. Puis ce qui m'a appris a vraiment fait le déclic. Puis j'ai fait comme je veux être capable de ramener cette information-là au Québec. Puis je veux être capable de me développer comme un bon coach d'O-line down the road. Puis c'est à partir de l'Arizona, quand je suis revenu de l'Arizona, que le déclic dans ma tête était fait. Puis c'est comme je veux gagner ma vie avec le coaching. C'est ce que je veux faire. Fait que j'ai vraiment commencé mon parcours de coach grâce à Danny, les talks que j'ai eu avec lui. Puis, je veux dire, c'est là que j'ai trouvé mon mentor dans le coaching avec le Charles Bentley. Puis, je veux dire, à ce jour encore, je veux dire, je suis en contact avec lui, je communique avec lui si j'en ai besoin. Puis, c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile rapidement parce qu'il était vraiment impressionné de tous les efforts que j'étais prêt à faire pour devenir la meilleure version de moi-même, tant comme joueur à l'époque que comme futur entraîneur. Fait que je suis resté proche, puis après ça, pendant des années, je retournais en Arizona tous les années, là, le revoir passer une semaine là-bas, jaser de football, puis c'est seulement que ça a commencé, mon développement comme coach. Aïe, c'est quand même cool. Ça veut dire que je voyais que tu postais que tu allé au Texas aussi. Dans le fond, ça, c'est toutes des cliniques que tu fais, mettons, au courant des années que tu as fait ou que tu fais pour justement continuer à grandir ton background puis pouvoir prendre du knowledge puis juste être un meilleur coach. Ouais.
Ben, il y a mon coach d'O-line quand j'étais au cégep, qui s'appelle Roger Delisle, il m'avait toujours dit, quand tu veux rencontrer quelqu'un, fais tout ce que tu peux pour être capable de le rencontrer, puis la pire chose qui va arriver, c'est qu'il va te dire non. Fait que moi, la personne qui m'avait marqué le plus dans le développement de la O-line à l'époque, c'était le Charles Bentley. Ça a complètement comme réinventé un petit peu la manière de comment je voyais la position. Puis je me suis dit, il faut que je rencontre cette personne-là en personne. J'ai pas le choix. Il faut que je la rencontre. Il faut que je fasse, peu importe ce que j'ai besoin de faire, il faut que je sois capable de serrer la main à cette personne-là, de l'avoir dans mon réseau de contacts, puis de pouvoir l'utiliser quand j'en ai besoin. Puis c'est ce que j'ai fait. Puis je suis allé en Arizona, je l'ai rencontré. Et comme tu viens vraiment de Montréal, genre, comme pour venir vous jaser de football, je suis comme oui, puis c'est important pour moi. Je l'ai rencontré, j'ai amené des futurs, je veux dire, entraîneurs ou des anciens joueurs, des gens qui étaient passionnés comme moi là-bas en Arizona à tous les années. Puis quand j'ai quitté Sherbrooke, j'étais coordonnateur, puis j'étais dans ma quête, si on veut, d'identité, comme quel type de coordonnateur je suis. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches. Puis la personne qui m'a marqué le plus, pour moi, c'était Steve Sarkisian. Fait que la manière de comment il callait son offense, la manière de comment il était comme personne, il y a eu des défis, puis la manière de comment il a relevé ces défis, puis où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, ben c'est quelque chose qui m'impressionnait énormément. Puis comme j'ai fait avec le Charles, je me dis, il faut que je sois capable de serrer la main à Steve Sarkisian puis de lui parler de football. Puis ça m'a ouvert les portes à l'Université du Texas Full Access, que personne n'a vraiment eu l'accès, je veux dire, dans ma réalité, dans mon quotidien. Oh my God. Fait que moi, je suis rentré dans la salle de meeting avec Quinn Ewers, Arch Manning, Bijan Robinson, toutes les stuff. Xavier Worthy. Moi, j'étais assis à côté de Jonathan Brooks dans les meetings. Fait que, Jaden Blue qui s'est fait drafter par les Cowboys, j'étais assis à côté de lui dans la salle de meeting l'an passé. Fait que, je dois dire, c'est pour moi, tout est parti de. Je me suis pointé à 3 pratiques au Texas. C'est juste ça que j'avais comme accès à la première année. Puis le coach me dit, t'es-tu sérieux? C'est comme, qu'est-ce que tu fais à venir voir nos pratiques? Parce qu'eux autres, c'est l'équivalent d'un coach secondaire qui va voir une pratique des Canadiens. C'est comme, c'est bien normal. Mais quand moi, je leur ai dit que je venais du Canada, je venais de Montréal, puis je voulais apprendre, ben, le moment que j'ai eu la chance de parler avec Steve, ça a duré 10 minutes peut-être. Puis, tu sais, le fait que j'étais un gars du Canada, lui, il a joué dans CFL, ça a comme bandé. Là, je dis, si je reviens l'an prochain, je peux avoir accès à tes meetings. Pour toi, clairement, aucun problème, full access. Oh my God. Je veux dire, à la fin de la journée, c'est toi qui vas créer ta chance. Puis, moi, il y a des gens qui m'ont aidé énormément pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui, puis je leur en suis éternellement reconnaissant. Mais pour moi, d'avoir la chance de débarquer au Texas, je veux dire, c'est moi qui ai décidé de trouver les contacts, de parler aux bonnes personnes, de me pointer, puis d'avoir confiance en moi, puis de saisir l'opportunité. Puis aujourd'hui, ben, toutes ces opportunités-là m'ont permis d'être le coach que je suis aujourd'hui. Puis d'être entraîneur, ben, c'est d'ordonner maintenant. Fait que c'est ce que j'essaie de faire avec notre programme ici en Antique maintenant. En faisant beaucoup de cliniques, justement, aux États-Unis, en plus d'avoir été au Texas, comme tu as dit, ou tu es allé en Arizona, tout ce que tu as appris, en fait, comment que toi, comme coach, tu t'inspires de la NCAA, justement, pour retranscrire à ton offensive, mettons, à Huntsic, mais aussi à Saint-Jean quand tu étais coordinateur offensif? C'est sûr que la chose qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai accès au football. J'ai accès à du film américain. Moi, je veux dire, c'est simplement par pur plaisir personnel. Je suis vraiment un gros fan de la NCAA. C'est de loin le football que j'aime le plus. Donc, pour moi, il y a ce facteur-là que ben, je veux étudier cette game-là davantage, puis de faire l'exercice d'amener des concepts, d'amener des jeux dans la réalité du football canadien. Je trouve que c'est un exercice qui est plaisant à faire. Je suis conscient que si je voudrais peut-être encore plus optimal, il faudrait que j'étudie encore plus la game universitaire canadienne et universitaire et CFL. Mais le fait d'avoir coaché universitaire pendant 6 ans fait en sorte que je suis capable d'amener un certain équilibre entre les deux sports. Certains de mes anciens confrères diront que je suis fatiguant à regarder du football NCAA. Mais pour moi,
ça me permet d'amener des choses hyper créatives parce que tout le monde va s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis, no matter what. Exact. Que ce soit la CFL, que ce soit le football scolaire, que ce soit le collégial, on va toujours s'inspirer de ce qui se fait aux États-Unis. Puis d'y avoir accès, je veux dire, j'ai accès à plein de games de football. Donc, ça me permet de regarder du football, de regarder comment les meilleurs joueurs au monde travaillent, d'avoir des beaux extraits visuels pour nos joueurs ici. Rien de plus excitant que dropper des cut-ups de Ashton Genty à mes running backs ici au collège d'Annecy qui sont comme « Ah, c'est malade qu'on puisse regarder ce gars-là de même. » Même affaire avec toutes les carrières. Fait que ça nous aide dans le développement et dans l'engagement de nos joueurs ici. Les gars ont beaucoup de plaisir à regarder à ça. Donc maintenant, c'est à moi de trouver un équilibre entre notre réalité de notre football canadien, qui est un hybride, nous, au niveau collégial, entre le football américain et canadien, puis d'être capable d'aller chercher le meilleur de tout ça. Puis beaucoup de coachs qui m'ont aidé dans ce processus-là aussi. Je ne nommerai pas toutes, là, mais beaucoup d'entraîneurs qui m'ont aidé justement à trouver cette ligne-là, trouver la ligne d'équilibre entre pas juste faire du football américain parce que c'est pas la même réalité que nous, on a, puis pas juste prendre ce qui se fait au football canadien parce que le développement de nos athlètes n'est pas rendu là non plus. Fait que c'est un équilibre entre les deux. Puis, je veux dire, l'autre chose aussi, c'est donc le fun de regarder du film de football avec des angles de caméra qui sont incroyables. Aussi, là, c'est sûr que ça l'aide. Regarde du tête d'une équipe juvénile des 4, mon gars, que c'est filmé sur un téléphone ou une GoPro tout croche. C'est pas le même feeling, mettons. Fait que ça aussi, la qualité du film rend le tout agréable aussi. Tu disais que tu étudies. As-tu un exemple de comment tu étudies du film ou ça pourrait être intéressant de peut-être en parler rapidement? Oui, clairement. Tu sais, je veux dire, la manière de comment je peux travailler durant l'off-season, je vais partager mon écran. Vas-y. La manière de comment moi je travaille durant l'été, évidemment, c'est d'avoir accès, je veux dire, aux équipes qui m'intéressent, d'avoir accès aux films. Évidemment, je suis un gros fan fini de Texas, mais je ne perdrai pas mon temps à vous montrer ce que Texas fait. Mais si admettons, je vous montre comment moi je procède, j'upload la saison d'une équipe de la NCAA. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est je passe à travers chaque match. Puis, dépendamment de ce que j'aime, de ce que je vois, que ce soit d'une question de personnel, que ce soit d'une question de formation, de chiffre, de motion, de concept, de run scheme, j'essaie de taguer ce que j'aime et ce que je recherche. Fait que quand je passe à travers une saison complète d'une équipe NCAA, maintenant, ce que je fais, c'est que je me fais un cut-ups de tout ce que j'aime. Fait que, admettons, là, à Oregon, l'an passé, j'ai 307 clips que j'ai vraiment aimés. Puis des fois, ça peut être un concept de comment eux autres, ils travaillent sur leur RPO, pre-snap, post-snap. Y a-t-il une variation d'un concept, que ce soit un play action, que ce soit un nouveau run scheme que eux autres ils ont fait dans ce game-là? Parce que à force de regarder chaque match, de la manière de comment ils ont joué contre Boise State, puis après ça, de la manière de comment ils se sont préparés contre Purdue, mais des fois, à force de regarder une saison au grand complet, tu vois le développement d'une équipe, puis tu vois aussi maintenant la façon de comment ils protègent leur scheme mère. Donc, si on se dit que Oregon, c'est une équipe qui court beaucoup de duo puis beaucoup de counter, mais comment ils protègent ces concepts-là dans le développement d'une saison? Certains coachs vont s'arrêter à 3 matchs, mais moi, ce qui me gosse, c'est que 3 matchs n'est pas l'identité complète d'une saison. Fait que, de où vient, je veux dire, cette mentalité-là, ça vient de ma réalité de, si tu veux gagner la Dunsmore, tu vas jouer 3 fois Laval. Fait que comment tu fais pour les battre Game 1, Game 2 puis Game 3? Maintenant, dans notre réalité au niveau collégial, nous autres aussi, des fois, on va jouer 2 fois contre la même équipe in-season, puis ça se pourrait qu'on les recroise une 3e fois in-season. Fait que de regarder comment les meilleurs coordonnateurs au niveau universitaire américain bâtissent leur système, protègent leur scheme, puis la manière de comment ils sont créatifs, maintenant, tu le fais avec 20 équipes NCAA dans un off-season, tu as plein de weapons. Comme, fait que moi, maintenant,
je suis capable de dire comme, OK, bon, mais à telle période dans notre saison, on va vouloir sortir telle nouvelle variation, telle nouvelle chose pour être capable de garder nos adversaires honnêtes. Fait que, quand j'arrive maintenant, ben, quand je vais arriver en saison, j'ai pas le luxe d'avoir 10 coachs de football à temps plein avec moi qui me sortent des call-ups et tout. Fait que ce que je fais maintenant, c'est quoi? C'est que je me fais des playlists de tout ce que j'ai aimé d'Oregon. Puis après ça, ce que je peux faire, ben, dans les concepts que je suis allé chercher, comment ils ont couru duo, qui est un de nos concepts qu'on aime vraiment beaucoup ici. Je veux dire, tout le monde le sait qu'on va courir duo en six. Si le monde ne le savent pas, c'est qu'ils n'ont pas écouté le podcast. Fait que, la réalité avec tout ça, ben, pour nous autres, c'est okay, ben, comment qu'il court by formation? Est-ce qu'il court dans d'autres looks de formation? Est-ce qu'il look avec des motions spécifiques? Puis maintenant, ben, tu fais ça avec toutes les équipes que tu as breakdown durant l'off-season. Je remplace peut-être 1 ou 2 coachs offensifs à temps plein par tout le temps que j'ai mis, la structure que j'ai mis dans comment je fais pour être créatif in season. Mm-hmm. Puis c'est là que ça m'amène à identifier certaines équipes qui fit vraiment avec qui on est. Des fois, je vais regarder une équipe et je me dis, hey, ça fit zéro avec ce que nous, on fait ici. Puis je vais dire, j'arrête après 4-5 games, mais je prends quand même temps de regarder toutes les équipes qui ont eu du succès ou qui ont fait de quoi d'intéressant. Mm-hmm. C'est un petit peu comme ça que je procède d'un point de vue un petit peu plus de coordination offensive. Un gars de boxe, c'est surtout par là que je vais essayer d'être créatif. Puis tout ce qui est des concepts en trips au football universitaire américain, mais des fois, ça peut quand même donner des idées au niveau canadien. Puis l'utilisation du tight end, ben nous autres, on est une équipe qui aime beaucoup les tight ends, fait que c'est des choses aussi qu'on va aller chercher. Donc, c'est un petit peu comme ça que je m'aide à rester créatif puis à rester on edge tout le temps parce que je regarde toujours ce qui se fait là. Comme qu'est-ce qui s'est fait l'an passé à Oregon, puis pas comme ah ouais, mais tu sais, en 2014, nous autres au Carabin, on courait catch and stop, puis ça allait bien. Comme genre. Non, c'est comme comment qu'on fait pour évoluer puis garder les concepts dans lesquels on a eu du succès dans nos dernières années, puis de comment garder l'opportunité ou de nous aider en tant qu'équipe de maintenir ces concepts-là aussi tout autant efficaces. Puis comment qu'on fait pour trouver d'autres variations pour justement être capable de battre les bonnes équipes au bon moment. C'est de cette façon-là que je me tiens à jour, si on veut, au niveau football. C'est une super de bonne façon. C'est comme tu dis, c'est ça, pour te garder à jour. Veux pas, la NCAA, c'est une grosse référence en termes de football. Puis c'est une des raisons aussi pourquoi tu te réfères à ça, c'est que ça te permet à chaque année de rester up-to-date avec ce qui se fait. T'sais. Fait que c'est intéressant de voir. Moi, la question qui me vient en tête, puis je me mets à la place d'un jeune coach, mettons, c'est comment tu fais pour avoir accès à autant de films sur Hudl? Est-ce que c'est à cause de tes contacts ou tu as accès à ça? Genre en tant que... Le meilleur conseil que Danny m'a donné à jeune âge, là, dans le début de mon coaching, il m'a dit « Rémi, le football, c'est un sport de contact. » Là, j'étais là, jeune innocent, j'étais comme « OK. » Puis là, après, le temps que j'étais dans le métro, je réfléchissais à ça, je suis comme « Oh, OK, là, je viens de comprendre. » Fait que, oui, évidemment, c'est un sport de contact. Je veux dire, il y a plusieurs entraîneurs au Québec. Ben, la réalité, je vais être honnête avec toi, les entraîneurs qui ont le plus de succès au Québec, c'est ceux qui ont accès à ces contacts-là. Puis, je veux dire, maintenant, c'est comment tu fais pour avoir accès à ça. Ben, maintenant, c'est la beauté du coaching. C'est ce qui m'a permis peut-être de me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Fait, si tu ne poses pas de questions, si tu ne fais pas des recherches, comment tu vas faire pour devenir meilleur? Moi, j'ai jamais eu peur de poser des questions parce que je me suis toujours fait dire la pire chose qui va arriver, c'est de te faire dire non. Donc, c'est là où est-ce que j'en suis. J'en profite le plus possible parce que c'est des choses qui, à un moment donné, peut-être que cette personne-là ne sera plus où est-ce qu'elle est puis on n'aura plus ces accès-là. Mais c'est en restant toujours proactif, faire tes recherches avec les réseaux sociaux maintenant aujourd'hui. Moyennement que tu es allumé, tu es capable de trouver ces affaires-là. Oui, exact. Ben, le meilleur exemple, c'est nous. Nous, on s'est rencontrés par les réseaux, mais aussi par le contact. Fait que c'est les contacts encore, puis les réseaux. Fait que c'est vraiment cool que tu me dises ça. Je suis capable de faire des liens avec plein de choses que d'autres coachs m'ont dit aussi. Fait que comme quoi que
ça se ressemble, puis il y a une corrélation à faire avec tout ça. La question que je me demande en finissant sur le tape, là, combien de temps de film que tu peux faire, mettons, pour te préparer comme ça? Ouf. Ma blonde dirait trop. C'est bon, ça. D'autres coachs diront pas assez. Maintenant, en étant entraîneur-chef, je veux dire, c'est d'être capable aussi de mettre le temps aux bonnes places. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de temps libre. J'ai pas beaucoup de vie sociale à l'extérieur du football. Comme ma vie sociale, c'est les interactions avec les autres entraîneurs collégiales, les autres entraîneurs universitaires. Puis c'est par l'entremise d'aller à une pratique d'une équipe universitaire, puis on passe du temps ensemble. Parce que tous mes amis sont un peu dans la même réalité que moi. Mm-hmm. Puis le fait qu'il faut maintenant gérer un petit peu deux chapeaux, ben faut que tu sois hyper optimal dans ta préparation. Tu ne peux pas perdre de temps. Fait que le fait qu'on met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans l'année au grand complet fait en sorte qu'on peut sauver du temps in-season pour être capable justement de mettre le temps aux bonnes places. Mais je vais dire, c'est pas rare que on passe des journées à faire du film. Puis c'est le plus beau moment pour moi, c'est janvier, février. Là, c'est là que tu fais que du football. Fait que je peux passer un 30 heures semaine minimum sur juste regarder du football puis break down des équipes. Là. Puis c'est pas beaucoup. Là. C'est vraiment pas beaucoup. Fait que, je veux dire, il y a toujours une opportunité de faire du football. Mais in-season, je veux dire, faire du football, faire du film, c'est des heures et des heures et des heures et des heures. C'est difficile de mettre un chiffre précis, mais avec Huddle, ça track ton film, là, mais tu sais. Est-ce que c'est vraiment accurate de qu'est-ce que vraiment tout ce que tu donnes? Probablement pas. C'est ça. Pas tant. Mais je veux dire, on met. J'ai breakdown. Mettons. Juste cet hiver, là. J'ai breakdown 21 équipes universitaires, puis il m'en reste 3-4 à breakdown cet été, tu sais. Puis, mettons, juste pour Oregon, tu avais au-dessus de 300 clips que tu aimais de l'année passée. Ouais. Oh my God. Fait que maintenant, c'est by personnel, by formation. Puis c'est là que j'aimerais aller encore plus loin, tu sais, c'est d'avoir toutes ces affaires-là taguées, puis que ce soit by field position aussi, c'est hey, je veux voir USC quand ils sont red zone. C'est quoi leur red zone, tu sais, puis hey, je veux voir Michigan quand ils sont backed up. Hey, je veux voir Notre Dame en troisième et short. Tu sais, c'est d'avoir toutes ces idées-là, au lieu d'inventer des affaires sur le fly, c'est quand tu es dans du football situationnel in-season, c'est tu te claques une cinquantaine de clips et tu te dis hey, tu dis quoi, man, contre telle équipe cette semaine, nous autres, ça fit bien à cause qu'on a un bon match-up là. Je vais rentrer ce look-là, cette formation-là avec un scheme qu'on a déjà. Fait que ça te permet tellement d'être créatif. Puis je veux dire, il n'y a pas beaucoup de coachs qui font ça, qui mettent ce temps-là là-dedans. Comme moi, d'aller jouer au golf un mardi après-midi au mois de juillet, je m'en fous. Comme je préfère break down les third downs de Utah. Comme genre, c'est de même dans ma tête. Je suis comme ça. T'sais. Mais en même temps, moi, j'ai pas de misère à te croire. En fait, c'est de cette façon-là que tu vas devenir le meilleur coach puis la personne que tu veux devenir. Moi, je pense que pour les jeunes qui écoutent ça, que soit ils s'en vont au cégep, au football, ou peu importe, c'est qui font partie de ton organisation présentement, ou peu importe l'organisation qu'ils font affaire. Juste les jeunes, de prendre le temps de voir que, écoute, mon coach met autant de temps que ça. Si moi, je m'en mettrais en perspective, moi, personnellement, je savais que les coachs mettaient beaucoup de temps, mais je pensais pas qu'ils en mettaient autant. Fait que, en me remettant en perception, peut-être que, sur certains moments, écoute, peut-être que ça me tente pas, mais je vais le faire pour lui, C'est des petits trucs comme ça que c'est le fun que tu m'en parles, qu'on en parle aujourd'hui, parce que, tu vois, ça, c'est le travail que tu fais, mais comment on dit ça, dans le noir. Ça, c'est le travail que les gens voient pas, ça. Mais c'est là que le vrai travail se fait. Nous autres, mon bureau est à vie étudiante ici au collège, puis il y a des gars présentement qui
qui travaillent au cégep durant l'été, puis il y a des gars qui sont en cours d'été, puis qui passent dans mon bureau et me disent « Ah, coach, t'es là, toi, la session est finie, qu'est-ce que tu fais ici? » Ben, je travaille, tu sais, c'est comme... Tu sais, je suis rendu à une place, puis je veux dire, à Saint-Jean, c'était la même affaire, tu sais, ma mère, comment c'est fait à Saint-Jean, tu sais, nous autres, on est comme dans... Là, il y a comme une... tu as probablement déjà joué contre Saint-Jean quand tu étais à Lennox. Bon, c'est quoi, on a joué... J'ai joué contre toi. Ouais, c'est vrai. Tu coachais, puis j'étais là. Ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, la manière comment c'est fait à Saint-Jean, les bureaux des coachs sont annexés au terrain, tu sais, puis le parking est direct en face, puis des fois, il est genre 11h30 le soir, puis les gars aux résidences, ils sortent des res, ils viennent dans le bureau, puis ils disent comme, on voulait juste s'assurer que tu étais en vie, coach Ray, tu sais, comme si j'étais mort, tu sais, puis Bégin, c'est un autre crinqué comme moi, tu sais, comme lui aussi, il partait à minuit, 1h du matin, tu sais, puis je veux dire, de travailler avec des passionnés, c'est ce qui est merveilleux, puis c'est la même chose à Sherbrooke, la même chose à Montréal, tu sais, puis c'est ce qui forge l'élite du football québécois, c'est que c'est des travaillants, puis c'est-à-dire, il y a beaucoup de monde qui veulent notre job, mais qui ne sont pas conscients du temps qu'on met là-dedans, tu sais, puis c'est pas que tu ne voudrais pas le faire, il y en a qui seraient capables de le faire, mais pendant 2 semaines, d'autres, on le fait pendant des années, tu sais, puis, c'est pas, on veut pas avoir l'air meilleur que les autres, c'est juste que moi, c'est une vocation, je me vois pas faire autre chose que coacher au football. Fait que si je veux rester dans ce groupe élite-là, parce que comme tu l'as mentionné au début, on est très peu à pouvoir vivre du football au Québec, ben, il faut que je travaille avec le plus fort. Parce que, comme je te disais, mon directeur à l'amitié, dans le temps, qui m'a dit que quand tu ne travailles pas avec quelqu'un qui travaille plus fort que toi, ben, c'est la raison pourquoi je travaille aussi fort que ça. Puis je trouve que des fois, je ne travaille pas assez fort. Puis ça, c'est maladif. Les gars me disent, là, Coach Ray, j'espère que tu prends des vacances cet été. Je dis, ouais. Le 7 juillet, là, quand NCAA 2026 il va sortir, je prends mes vacances. Fait que c'est là que ça part. Mais c'est toujours dans le football, toujours dans le sport. Fait que, je suis comme ça. Puis j'aime ça. Puis j'ai la meilleure blonde femme au monde pour être capable de m'aider dans tout ça. Puis je veux dire, c'est ce qui me permet de faire ce que j'aime à tous les jours. C'est vraiment intéressant. C'est inspirant ce que tu dis parce que tu mets vraiment de l'avant c'est quoi être un coach, mais aussi c'est que tu dis carrément, moi je suis là pour ça. Là. Moi je suis là pour gagner, je suis là pour devenir le meilleur coach que je peux. Fait que juste, je trouve ça hyper le fun. Justement, en parlant du collège puis de ton rôle là-bas, j'ai lu un article que Montréal avait écrit quand tu avais décidé de prendre le poste. Puis dans un des articles, je te cite, tu dis « J'ai toujours aspiré à devenir un entraîneur-chef et j'ai finalement la chance de réaliser ce rêve. Une équipe de football, ça se gère en équipe, mais c'est excitant de pouvoir choisir ceux qui t'entourent. » Comment que... comment tu as fini être coach à ce cégep-là, puis tu as toujours voulu, tu as toujours rêvé, c'était ça le prochain rêve de devenir head coach? Ouais, puis partout où est-ce que je suis allé, tu sais, quand j'étais à Sherbrooke, tu sais, puis, je veux dire, une des personnes dont je suis le plus reconnaissant en date d'aujourd'hui, c'est Mathieu Lecomte, là. Je veux dire, Matt, c'est un crinqué dans la vie, c'est un crinqué sur le terrain de football, mais c'était un crinqué aussi de donner une chance à un gars comme moi, qui ça faisait 5 ans qu'il jouait contre le Vert-et-Or, qui n'a jamais coaché une seconde de sa vie, puis qui est débarqué dans son bureau, puis qui a dit, moi, Matt, là, je veux devenir le meilleur coach d'O-line au pays, puis je vais travailler autant pour ça. Puis j'y avais dit, dans le bureau juste à côté, là, j'ai vu, là, il y a un petit bureau qui est là. Moi, je vais prendre ce bureau-là, puis je vais te donner du temps plein, peu importe combien tu me payes. Fait que moi, quand je suis parti des Carabins, j'ai malheureusement pas eu un job qui s'est offerte pour moi aux Carabins. À l'époque, c'est Mathieu Pronovo qui avait eu le poste d'entraîneur à la ligne à l'attaque, qui l'occupe encore puis qui fait une super belle job présentement. Fait que moi, je l'ai comme remplacé à Sherbrooke. On a comme changé de bureau, moi puis Matt. Puis au salaire que je faisais, là, je veux dire, je te dirais les chiffres, là, peut-être après le podcast, tu me dirais, t'es-tu sérieux? Moi, je savais que c'est ce que je voulais faire. Je voulais mettre mon pied dans la porte. Puis, d'avoir l'opportunité de faire du football à temps plein, pour moi, Sherbrooke, c'est ce qui m'a amené où est-ce que je voulais être.
Mais au début, mon aspiration, c'était d'être le meilleur coach online possible. Puis au fur et à mesure que j'ai grandi dans le monde du coaching, même mon année suivante, j'étais aussi par intérim. Après ça, j'ai été coordonnateur du recrutement. Là, tu apprends à connaître la game un peu plus, tu t'entoures de bons entraîneurs. Puis à un moment donné, tu te dis, ouais, peut-être qu'être coach, c'est quelque chose qui m'intéresserait down the road. T'sais. Puis les opportunités d'être coach ne se présentent pas à un claquement de doigts. Effectivement. Puis des fois, c'est juste des opportunités. Puis après ça, ce qui est arrivé, c'est JP m'a appelé, m'a donné une opportunité d'être assistant entraîneur-chef. Où est-ce que c'est là que j'ai commencé à goûter un petit peu plus à la réalité administrative. J'étais présent dans les meetings administratifs, ça m'intéressait, je voulais savoir comment ça fonctionne, la gestion des résidences, la gestion d'un budget. Toute cette petite réalité-là m'intéressait énormément. Puis après ça, ben, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu une opportunité au Carabin de l'Université de Montréal de coordonner le recrutement, de me rapprocher de ma famille. Mon petit gars grandissait quand même rapidement. Là, je veux dire, ça va vraiment vite. Fait que le fait de se rapprocher de la famille, ça nous a aidé énormément. Puis quand je me suis installé à Montréal, je l'avais dit à Marco quand il m'avait engagé. Je dis, Marco, j'aspire à être entraîneur-chef, puis je veux apprendre de toi. Je veux apprendre de Marco, je veux apprendre de comment il gère une organisation comme les Carabins. Pour moi, c'était important d'apprendre ce développement-là. Puis on en parlait avec ma conjointe. Il n'y avait pas beaucoup de cégep qu'on aurait nécessairement dit c'est beau, on le fait. Puis la réalité, c'est que le collège Ontic m'a demandé si j'avais de l'intérêt pour le poste. Fait que c'est pas moi qui ai appliqué sans nécessairement le demander. C'est Ontic qui m'a dit que m'ont demandé si j'avais de l'intérêt. Puis pour en avoir parlé longtemps avec Marco, je veux dire, je me rappelle encore des discussions que j'ai eues avec Marco. Je veux dire, il m'a guidé comme un père. Puis je le dis encore aujourd'hui, je veux dire, en partie grâce à lui que j'ai décidé de relever le défi. Puis moi, j'ai le luxe de marcher. Puis on s'entend, là, je suis un O-line. Je suis un gros bonhomme. De marcher de la maison à job, pour moi, c'est un gros, gros luxe familial. Fait d'avoir l'opportunité d'être entraîneur-chef à 32 ans, à proximité de la maison, sur l'île de Montréal, je veux dire, c'est une très, très belle opportunité qui s'est présentée à moi. Puis je suis vraiment, vraiment content de l'avoir saisie. Je m'ennuie de mon monde, je m'ennuie de mes partners à l'UDM, mais j'ai une super de belle je veux dire, un beau groupe d'individus ici d'un point de vue administratif au collège. Puis j'ai des super bons kids aussi dans le programme. Fait que je veux dire, c'est merveilleux ce que je suis en train de vivre présentement. Puis je suis vraiment excité, vraiment content de où est-ce que je suis live aujourd'hui. J'ai aussi vu dans un article que tu parlais que l'organisation t'appuyait beaucoup. Quel genre d'atout, quel genre d'appui que l'organisation sont en train de donner justement comme nouveau head coach pour aller plus loin? Quand tu arrives dans une organisation comme le collège présentement, on ne sera pas de cachette. Là, les 2 dernières années ont été difficiles. Je veux dire, aucune victoire en 2 ans. Puis tu l'as vécu au niveau collégial à Lennox. Je veux dire, quand tu quittes le secondaire, le collégial, c'est vraiment une phase quand même assez marquante dans le développement de l'adolescent. Puis souvent, comme joueur de football, tu t'identifies à un joueur de foot. Puis les victoires, les défaites, ben, le fait que plusieurs de tes amis sur l'île de Montréal vont jouer ailleurs, puis eux autres, ça va bien, ça va moins bien, ça stackine beaucoup. Fait que, je veux dire, le groupe que j'avais quand je suis arrivé ici, c'était un groupe qui était vraiment en remise en question. Là. Comme genre, est-ce qu'on aime vraiment le football, oui ou non? Fait que de vouloir justement aider ces jeunes-là à retrouver un petit peu plus qui sont comme jeunes êtres humains, ben, ça vient avec des projets. Ça vient avec un encadrement un petit peu plus, je dois dire, comme exigeant. Fait d'avoir mon administration qui m'accommode des plages horaires, des plateaux, qui me débloque des fonds avec la fondation pour avoir des conférenciers qui viennent parler à nos jeunes. C'est plein de petites choses comme ça qui fait en sorte que les jeunes ont envie maintenant de jouer au football. Puis, je ne dis pas qu'ils n'avaient pas envie dans le passé, mais tu ressens que les jeunes sont fiers d'être au collège, sont fiers de s'entraîner, sont fiers de faire partie de l'équipe. Puis c'était surtout ça la mission puis l'objectif rapidement de faire en sorte que les jeunes se rendent compte que le programme dans lequel ils sont aujourd'hui, c'est un programme qui
pour qui c'est sérieux, c'est important. C'est pas juste hey les gars, nous autres aussi, on sait qu'on offre un programme de football, viens jouer si tu veux, sinon c'est pas grave. Il n'y a personne qui m'empêche ici de gérer ce programme-là comme si c'était l'Université du Texas. On s'entend, on n'a pas les mêmes fonds, là, mais le sérieux puis l'engagement des entraîneurs, il n'y a rien qui nous empêche de rendre ça aussi prestigieux ou aussi important que n'importe quelle organisation au Québec. Puis pour moi, d'avoir eu l'appui de mes patrons, que ce soit simplement par repeinturer nos cases d'une autre couleur pour changer un petit peu l'image du programme, que ce soit l'achat de nouveaux casques, par exemple, d'avoir cet appui-là rapidement, d'embarquer dans mes projets, puis de dire, let's go, on t'appuie à fond. Ben, je suis conscient que l'année zéro, c'est là qu'il faut que tu défonces le plus de portes, parce que dans 5-6 ans, quand tu es conscient de la réalité financière puis du gouvernement avec les coupures budgétaires puis tout, ben, je veux dire, le fait d'avoir eu l'opportunité de le faire là, directement en partant, il fallait que mon plan soit clair initialement, puis il l'était. Puis eux autres, ils ont buy-in là-dedans. Puis c'est ce qui nous a amené aujourd'hui à avoir une excitation à l'interne. Tu sais, nous autres, il faut qu'on change un petit peu le narratif de ce programme-là. Évidemment, hey, tu sais, ça va pas bien, vous avez perdu des matchs. Puis il faut qu'on change ce narratif-là. Puis à l'intérieur, le narratif a changé. Puis on est excités, on a hâte de mettre ça sur le terrain en août. Là. J'ai vu que, ouais, en parlant des conférenciers que tu as eu, j'ai vu que tu as eu des gros noms qui sont venus. C'est quoi que tu allais rechercher pour les jeunes de ces rencontres-là? La manière de comment on avait identifié ça, on avait 6 présentations à offrir avant la semaine de relâche. Parce qu'après la semaine de relâche, c'est là qu'on commençait à faire des meetings un petit peu plus football, l'installation du système et tout. Sans être sur le terrain, c'était plus des meetings qu'autre chose. Fait que pour moi, j'avais vraiment... Dans le passé, tu sais, à l'UDM, quand j'étais à la Naudière, quand j'étais à Sherbrooke, à Saint-Jean, tu sais, on avait des discussions sur des choses qui sont marquantes pour les jeunes étudiants athlètes au niveau collégial. Pour moi, tu sais, j'ai amené un gars comme Mathieu Bergeron et Anthony Vandal qui avait gagné la Coupe Grey. Pour moi, c'était vraiment comme de commencer le off-season avec un mindset de motivation. Tu sais, que les gars soient comme genre, c'est réaliste, c'est possible, on peut s'entraîner, c'est quelque chose d'atteignable. Fait que d'avoir Mathieu et Anthony, je veux dire, ça frappait fort directement en partant. 100%. Puis ensuite de ça, ben, je savais qu'on avait un gros travail à faire en termes de cohésion d'équipe. Fait que c'est là que j'avais invité Marc-Claude puis Sarah, qui est 2 de mes super bons contacts, mes bons amis aussi. Donc, c'est des gens qui sont venus adresser la parole à nos jeunes pour justement les guider dans hey, ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé, mais voici les outils pour être capable de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a dans l'équipe présentement. Fait que la cohésion d'équipe pour nous est super importante. Tout ce qui est la préparation mentale avant les pratiques, avant les matchs, les gars ont des outils pour ça maintenant à l'interne. Fait que pour moi, c'était important d'adresser le volet un petit peu plus là, psychologie sportive, puis un petit peu plus humain du football. Puis ensuite de ça, ben, j'ai rajouté des choses qui sont importantes pour moi au niveau justement du développement humain. Puis c'est surtout la nutrition et l'aspect financier. Parce que c'est 2 choses qui sont laissées des fois pour amener au niveau collégial. Tu sais. Fait que la nutrition, ben, des fois, c'est OK, mais j'ai pas l'argent pour ça. OK, mais voici les choix que tu peux faire avec le budget que tu as maintenant. Tu sais, puis hey, j'ai l'argent pour me le permettre, ben voici les intervenants qui peuvent t'aider justement à aller chercher le edge de ta nutrition. Maintenant, je veux dire, je suis quelqu'un que l'aspect business, ben, d'avoir un intervenant comme Danny Desrivaux qui vient de te parler, que lui, au niveau professionnel, il ne dépensait pas d'argent, puis il mettait de l'argent de côté pour pouvoir s'acheter des logements, puis que là, aujourd'hui, ben, ça lui permet d'avoir une vie comme qu'il veut. Ben, comme ça va chercher, hey man, si ça va chercher 3 gars dans l'équipe, it's a win. Puis c'est de même que je le vois, puis c'est d'être capable de conscientiser les jeunes sur des sujets que si tu ne leur présentes pas, peut-être qu'ils n'en ont aucune idée, puis peut-être qu'ils s'en foutent complètement. Fait d'avoir l'opportunité de présenter des intervenants qui ont du succès dans leur vie, dans leur domaine, et de le présenter à mon équipe, c'est un luxe. Puis d'avoir l'organisation qui est là pour m'aider puis me soutenir là-dedans, it's a win. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a déjà confirmé que l'an prochain,
on a encore accès à nos conférenciers. Fait que c'est quelque chose qu'on va répéter année après année après année. Fait qu'on est vraiment choyé ici d'avoir ce support-là. C'est aussi, le cégep, ça a tellement un grand impact sur le développement d'un jeune, comme tu disais tantôt. Tu es en train de construire, veux pas, la prochaine génération d'hommes, d'athlètes. Parce que oui, il y a le football, mais comme tu dis, il y a autre chose aussi. Fait que si ça peut... C'est vraiment bon de voir comment tu l'amènes. Est-ce que ça fait partie un peu de ton rôle, d'un peu en tant que coach, un peu ta vision de ce que tu voulais amener dans cette organisation-là? Ça fait partie de notre vision, tu sais, et je veux dire, nous, notre vision au Collège John Six, c'est qu'on veut développer notre étudiant athlète, je veux dire, à atteindre l'excellence au niveau de l'académique, au niveau du sportif. Puis ensuite de ça, ben, c'est de développer des jeunes étudiants athlètes qui vont justement aider la société dans le futur. Fait que c'est de développer l'élitisme je veux dire, suite à leur parcours académique. Puis dans notre réalité, c'est pas tout le monde qui va avoir l'opportunité de jouer au niveau universitaire. Fait qu'il y a des jeunes qui vont graduer ici d'une technique, mais que dans l'encadrement, dans leurs 3-4 ans ici, ils vont s'être développés comme l'élite de leur groupe. Puis ensuite de ça, ben, c'est là que les employeurs vont vouloir s'associer d'étudiants athlètes. Puis nous, c'est ce qu'on veut leur faire comprendre. Je veux dire, c'est pas parce que tu es en division 3 que l'encadrement se doit d'être tout croche. Puis au contraire, il y a plein d'organisations au Québec en D1, D2, D3 pour qui c'est super important puis que l'encadrement est bon. Mais pour nous, c'est ce qu'on veut être capable de faire vivre aux joueurs. Si tu t'engages ici, ben, je veux dire que tu joues au niveau universitaire ou non, tu vas sortir d'ici puis tu vas avoir atteint l'excellence académique sportive puis tu vas devenir un être humain irréprochable. Fait que nous autres, c'est ce qu'on va être capable de mettre de l'avant. Fait. Oui, pour moi, ça fait partie de notre développement, dans notre périodisation annuelle. Je veux dire, on a une période au début de l'année, en janvier, février, mars, où est-ce que c'est vraiment le développement de l'individu et non juste de l'athlète. Fait que c'est pour ça qu'on a nos guest speakers qui viennent s'adresser au début de l'hiver, parce que c'est là qu'on veut développer l'individu. Fait que c'est comme un point partant dans le développement de l'athlète et de l'étudiant athlète. Mm-hmm. À quoi on peut s'attendre un peu, mettons, comme joueur, à quoi tu peux t'attendre en venant jouer aux Aigles? Pour le programme ou... Ben, je veux dire, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est une organisation qui va tout donner, qui va t'offrir un encadrement de type universitaire. Fait que nous, on a un préparateur physique qui est ici à l'année au grand complet. Fait qu'on a Vincent Détier qui est là pour gérer notre organisation puis notre encadrement de musculation à l'année longue. Ce qui est merveilleux. Pourquoi? Parce que durant le off-season, ben, nous, on s'entraîne les lundis, mercredis, vendredis, ce qui donne le mardi, jeudi, samedi, dimanche de congé à nos joueurs. Fait que les gars ont 4 jours semaine pour étudier, travailler. Puis ensuite de ça, quand les gars sont ici, ben nous, on court puis on lift dans la même journée. Fait qu'on a 3 lifts, 3 muscus. Puis ceux qui aiment en faire plus, parce qu'il y en a, puis dans notre programme, il y en a beaucoup, ben on offre un entraînement de mobilité puis un extra gym que les gars peuvent faire au collège ou chez eux ou dans leur gym à côté de la maison. Cool, hein. Donc, l'encadrement que nous, on offre, c'est pas une organisation qui est tout croche. Là. Au contraire, on est une organisation qui prend les choses au sérieux pour qui c'est important, que la structure du programme va te préparer à être capable de vivre et de performer au prochain niveau. Puis si ça ne t'intéresse pas de jouer au niveau universitaire, mais cet encadrement-là va te préparer pour la réalité sur le marché du travail. Donc, pour nous, c'est un modèle qui est basé comme ça sur le off-season au grand complet. C'est les mêmes périodes pour notre spring camp. On pratique les lundis, mercredis, vendredis. Puis le off-season workout, pour nous autres, le summer workout qu'on appelle ici, c'est la même chose. C'est les lundis, mercredis, vendredis. Fait que du mois de janvier jusqu'au mois de juillet, c'est le même horaire. Il n'y a rien qui change. Un jeune qui est sharp, il est capable de gérer son horaire, il est capable de trouver un emploi qui va lui permettre de travailler du mois de janvier jusqu'au mois d'août. Puis ça va arriver à la saison, puis il va pouvoir s'épanouir complètement dans ce qu'on fait parce que maintenant, la gestion d'une saison est similaire d'une équipe à une autre, peu importe la division. Tu sais. Fait que la saison de football est la même pour tout le monde, mais le off-season, la manière de comment nous on le gère, c'est comme ça. Fait que tu vas on veut des jeunes qui veulent
qui sont passionnés, engagés, disciplinés, qui veulent venir travailler pour de vrai puis qui veulent être dans un encadrement qui est sérieux. C'est vraiment ça qu'on veut offrir nous autres ici en TIC parce que c'est le temps et l'investissement qu'on met dans notre programme. On est vraiment structuré, mettons. Je dirais que ça, c'est un de nos plus. En finissant, Rémi, si tu avais, mettons, un message un peu à passer pour peut-être les jeunes qui, vu que t'es plus collégial en ce moment, je veux qu'on se concentre plus sur ces jeunes-là, mais si tu avais un message à passer aux gars qui commencent cette année, rookie year au cégep, ou peut-être les gars qui s'en vont, parce que la dernière année de cégep, souvent, quand tu es un vet, tu l'as vécu, tu as une grosse position, puis quand ça finit pas comme tu veux, c'est triste, ça fait mal. Qu'est-ce que tu auras à dire à tes boys? Ben, tu sais, pour que ces jeunes-là rentrent dans notre organisation, puis c'est la même chose pour bien des jeunes, là, la chose que je dis, puis je l'ai répété, puis je l'ai dit pendant le podcast, là, mais la chose la plus importante pour moi, c'est entoure-toi des gens qui ont envie de travailler avec toi. On est dans un environnement où est-ce que, je vais dire, sans l'école, les jeunes ne sont pas ici. Donc, le volet académique est prioritaire pour nous. Donc, évidemment, dans le processus décisionnel, l'école devrait toujours être le choix numéro 1, peu importe ce qui se passe. Puis, hey, on en a perdu des jeunes, nous autres, au niveau universitaire, qui est comme, hey, mon programme ne se donne pas chez vous, fait qu'il faut que j'aille ailleurs, mais j'aime vraiment votre programme. À la fin de la journée, c'est toujours une bonne décision. T'sais. Fait que l'école devrait toujours être le choix prioritaire, peu importe ce que tu fais. Le football, je veux dire c'est une valeur ajoutée à ton développement humain. Puis d'avoir l'opportunité de faire partie d'une équipe de football, ben maintenant, nonobstant de quel type d'athlète que tu es, quel type de joueur que tu es, assure-toi de t'entourer des gens qui ont envie de travailler avec toi. Puis souvent, on a la malheureuse habitude de vouloir justement suivre nos meilleurs amis ou aller dans une équipe parce que c'est une équipe Nike ou parce qu'on veut aller en Division 1 absolument. Puis des fois, c'est pas nécessairement la meilleure décision pour le jeune, puis ça n'a rien à voir avec la façon de comment les entraîneurs recrutent au niveau universitaire ou collégial. C'est juste que des fois, les jeunes se laissent influencer par les mauvaises raisons. Puis c'est pour ça que des fois, d'être juste un petit peu plus conscient de cette réalité-là, que c'est pas parce que c'est un bon fit pour ton chum que c'est un bon fit pour toi. Ce que je dis souvent aux jeunes dans notre recrutement, c'est identifie-toi pas à une division ou à une équipe ou une région nécessairement. Identifie-toi à une organisation, à un programme. Comment ce programme-là se présente à toi? Mm-hmm. Comment les intervenants dans ce programme-là ont un plan clair pour toi? C'est ce qui est le meilleur pour les jeunes. Puis, à la fin de la journée, d'avoir un joueur calibre Division 1 aller jouer en Division 3, c'est pas la fin du monde si c'est le bon fit pour le jeune, pour des raisons familiales, des raisons financières, une raison de programme académique. C'est sûr que tout le monde va avoir les meilleurs joueurs, mais à la fin de la journée, nous, on preach un recrutement honnête, puis c'est un couteau à double tranchant parce que ça peut nous faire mal parce qu'on va perdre des bons joueurs, puis ça peut nous faire du bien parce qu'on va chercher les bons joueurs, par contre. Puis c'est le même qu'on va gagner des championnats. Fait que moi, ce que je dirais aux jeunes du secondaire qui aspirent à aller au niveau collégial, puis les jeunes au niveau collégial qui aspirent à aller jouer au niveau universitaire, c'est entoure-toi des bonnes personnes, puis entoure-toi des personnes qui ont envie de travailler avec toi. Puis ça, les parents comprennent ça, parce que travailler avec des gens qui vont te soutenir, puis qui vont t'aider quand ça va bien, puis quand ça va moins bien, c'est les vraies personnes sur qui tu vas pouvoir compter pour pas juste ton parcours football au niveau collégial et universitaire, par après. Exact. Puis ça, c'est immense, c'est huge. D'avoir la chance de pouvoir parler à mon coach d'O-line qui m'a coaché au cégep comme si c'était mon père, je veux dire, c'est du luxe parce que maintenant, j'ai des gens de confiance proches de moi qui peuvent m'aider, pas juste au niveau sportif, mais au niveau de la vie en général. Tu sais. Merci, Rémi, d'avoir accepté mon invitation. C'était très enrichissant aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé notre discussion. T'es une bonne découverte. T'es une bonne personne. C'est cool vraiment de t'avoir jasé. D'être venu sur le podcast. J'apprécie énormément. Je
je pense que c'était le deuxième cégep que je fais sur le podcast. Puis c'est vraiment cool de voir un peu un nouvel air un peu de coaching, de je sais pas, je trouve ça vraiment le fun que tu aies parlé d'une belle vision des choses. C'est vraiment cool. Merci beaucoup, Rémi, sérieusement. Bien, merci à toi, merci de l'opportunité, merci de la plateforme. J'espère que ça va rejoindre un grand nombre de jeunes. Puis, à la fin de la journée, peu importe c'est quoi les intentions des entraîneurs qu'il y a au Québec, je dirais que pour la majorité ou quasiment la totalité des entraîneurs, on le fait pour les gens. Puis, je veux dire, à ce que je sache, on n'a pas les mêmes salaires que Ryan Day puis Kirby Smart. Fait que je pense pas qu'on le fait pour l'argent où est-ce qu'on est présentement. Je pense qu'on le fait parce que c'est une vocation puis c'est une passion pour nous. Puis tous les intervenants que j'ai côtoyés, j'ai eu la chance de coacher universitaire, collégial, puis présentement, je veux dire, je me rapproche du football scolaire au niveau juvénile. C'est tous des passionnés, c'est tous des gens qui aiment ce qu'ils font, puis nonobstant de ce que tu vas leur donner d'un point de vue financier, c'est des gens qui sont là pour le développement des jeunes. Puis moi, c'est ce qui me rend fier d'être un coach au Québec, c'est de voir tous ces intervenants-là aider les jeunes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Fait que oui, on est très humain comme staff puis comme coaching. Puis je veux dire, c'est ce qui m'a permis d'être où est-ce que je suis aujourd'hui, puis je ne changerai pas. Nice. Merci Rémi. Prends soin de toi. Puis écoute, je vais te souhaiter la meilleure des chances pour la saison prochaine. Si jamais j'ai la chance d'être à Montréal, puis vous jouez à Montréal, je te lâcherai un petit coup de fil pour venir voir ça. La porte est toujours grande ouverte. Nice. Merci beaucoup.